Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce quatrième webinaire de notre semaine de l'international LCL consacrée au développement des entreprises à l'international en partenariat avec Altios, spécialiste de l'internationalisation des PME et ETI. Alors lundi, nous avons eu un panorama des enjeux géopolitiques mondiaux qui impactent la vie des entreprises dans leur développement à l'international. Mardi, nous avons eu un focus sur l'Amérique du Nord, sur les conditions d'un développement réussi sur cette zone qui reste très, très recherchée, très attractive, qui pose aussi pas mal d'interrogations suite au soutien massif décidé par le gouvernement Biden. Mercredi, nous avons fait un point sur la zone Europe, qui est la zone la plus recherchée par nos clients, par les entreprises françaises, et notamment à travers les opportunités de développement en Europe du Sud, Italie, Espagne, avec en plus un prisme parallèle sur le panorama de la réglementation européenne en matière de transition énergétique. Aujourd'hui, nous allons parachever cette semaine en abordant des sujets opérationnels plus financiers, comment se développer à l'international en sécurisant sa gestion financière. Parce que avoir une stratégie internationale, savoir l'exécuter, c'est évidemment fondamental, mais au quotidien, il s'agit de protéger son chiffre d'affaires, ses marges, sa liquidité, qui est un thème hautement évoqué aujourd'hui, et tous ces éléments financiers qui font finalement le carburant de l'entreprise au quotidien et qui s'avèrent d'autant plus essentiels quand on investit à l'international. Et donc, pour en parler aujourd'hui, nous avons un plateau très garni, riche et garni, et nous avons notamment Allianz Trade numéro 1 de l'assurance crédit, numéro 1 mondial de l'assurance crédit, avec Maxime Dermé, senior économiste, qui nous donnera sa vision des tendances économiques et des perspectives pour les entreprises. Nous enchaînerons ensuite avec Hugues Morin, un dirigeant d'entreprise du groupe Clasquin, qui est un expert mondial en transport et logistique internationale et qui va nous parler des évolutions, notamment en matière de gestion de la chaîne logistique. Un thème également vraiment d'actualité pour les entreprises à l'international. Le témoignage d'un autre dirigeant, Julien Davy, qui est directeur général délégué du groupe GMI, qui est un acteur référent dans l'élevage, la transformation et la distribution de crevettes tropicales. Donc là, on sera dans le domaine de l'agro-industrie. Et nous poursuivrons enfin par nos experts d'abord notre responsable de salle de marché, Martial Heurtaud, sur les sujets de sécurisation des taux de change. Nous passerons également la parole à Emmanuel Leproux-Blanchard, directeur du développement international de CALEF, Crédit Agricole Factoring Leasing, sur la partie de la gestion du BFR à l'international, et nous terminerons par la sécurisation des achats et des ventes de ces opérations à l'international par le Trade Finance avec son responsable Hugo Bioré. Donc vous voyez, un plateau garni, et sans perdre de temps, je passe tout de suite la parole à Maxime pour nous donner la vision du numéro 1 mondial de l'assurance crédit sur l'actualité économique et ses perspectives pour les entreprises. Maxime, c'est à toi. Merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'opportunité de présenter les prévisions et perspectives économiques de Allianz Trade. Alors, on a un programme assez chargé, donc on va commencer directement dans le vif du sujet, sur le premier slide. Donc, comme vous le savez, l'environnement économique est très mouvant avec la crise bancaire côté américain qui s'est propagée partiellement en Europe. Donc, on pourra en parler plutôt vers la fin, mais clairement, avant d'en parler, je pense que c'est intéressant de voir où l'économie mondiale se situait à la toute fin 2022, maintenant qu'on a les chiffres définitifs qui sont sortis. Vous avez sur ce slide illustré à gauche la croissance du commerce de biens mondial ainsi que la production industrielle mondiale. Et vous voyez que à toute fin 2022, on avait une récession du commerce mondial et une récession de la production industrielle mondiale. Donc, c'est assez frappant de le voir. Vous pouvez aussi voir à droite, en termes de grandes zones géographiques, la croissance du PIB.
Et ce qu'on constate, c'est que un peu de partout, des taux de croissance faibles, voire une baisse de l'activité en Allemagne, comme vous voyez, moins 0,4%. La France fait du surplace, la zone euro fait du surplace autour de 0%. La Chine également pour des raisons spécifiques à la politique zéro Covid. Et par contre, point à noter, les États-Unis, tout à fait à droite sur ce graphique, s'en sont beaucoup mieux sortis que le reste des grandes zones et des grands pays industriels avec une croissance reportée à 0,7%. Donc, clairement, le topo, c'est, à l'exception des États-Unis, une économie mondiale complètement à l'arrêt à la fin de 2022, clairement. Sur le stade suivant, la bonne nouvelle, c'est que, et cela nous a un peu surpris, il faut le dire, c'est que début 2023, les données qui ressortent font état d'une sorte de mini-rebond cyclique de l'économie mondiale. On peut l'illustrer avec ces deux graphiques, avec les enquêtes PMI, qui sont les enquêtes auprès des chefs d'entreprise. On leur demande leur production et leur perspective. Donc, à gauche, on leur demande leur niveau de production. Ça couvre vraiment toute l'économie, services et manufacturiers. Et vous voyez que dans les grandes zones, donc zone euro, Chine et États-Unis, il y a un redressement assez notable de cette enquête PMI. Début 2023, janvier-février, on aura bientôt les chiffres de mars qui vont tomber. On verra si la tendance s'est poursuivie. Et ce qui est intéressant aussi de voir, de constater, c'est la composante nouvelle commande. Donc plutôt pour les perspectives à 4 ou 6 mois, c'est le graphique de droite. Et vous voyez également qu'il y a un rebond des perspectives, en tout cas des nouvelles commandes rapportées dans les grandes zones industrielles mondiales. Point suivant, slide suivant, merci. Alors, quand on regarde un peu dans le détail, alors je pense que là, j'y reviendrai rapidement, mais la principale explication, c'est un rebond des dépenses de consommation. Alors, il y a aussi l'effet Chine, on pourra aussi en reparler, mais rapidement, sur ces graphiques, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, vous avez l'exemple américain à gauche, l'exemple français, qui illustre l'exemple européen plus généralement, une décomposition de la consommation des ménages par type de biens. Et là, vous avez une décomposition, donc services, la courbe bleue, et biens, la courbe verte, grise. Et vous voyez que dans les deux cas, et c'est notamment très marqué et très visible en France, il y a une accélération de la consommation de services, ce qui se fait au détriment de la consommation de biens. Donc, autrement dit, le consommateur, face à des conditions financières qui se durcissent et surtout face à une très forte inflation, le consommateur souhaite maintenir ses dépenses, mais en tout cas réorienter ses dépenses vers les services. Vous le voyez très bien, par exemple, côté américain à gauche, pendant la pandémie, il y a eu une hausse fulgurante des dépenses de consommation de biens, puisque les achats de services les possibilités d'achat de services étaient limitées à cause des confinements. Et maintenant, on assiste à une nouvelle réorientation de la consommation des ménages. Et j'insiste vraiment là-dessus, puisque le consommateur américain est le premier dépensier au monde. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce qui s'y passe. Donc, voilà, le topo, c'est que le consommateur américain, français également, dépense sur les services, mais beaucoup moins sur les biens, face à la forte inflation. Le slide suivant. Alors, toujours sur l'exemple, toujours sur le cas États-Unis, qu'est-ce qui explique, vous allez me dire, ce rebond, comment est financé ces achats face à la forte inflation? Deux points, je pense. Premier point à gauche, là, vous avez la croissance de l'encours de crédit de carte bancaire côté américain, et vous voyez que c'est en forte accélération depuis plusieurs trimestres. Donc, clairement, les consommateurs outre-Atlantique ont accru leur encours de carte bancaire pour pouvoir financer leurs achats. Et manifestement, donc je me répète, mais c'est important, des achats sur les services essentiellement. Et on voit par contre que les perspectives s'assombrissent. Sur ce graphique, on le voit, la courbe bleue vous montre le nombre de banques qui commencent à resserrer le crédit à la consommation, et on voit qu'il y a de plus en plus de banques qui resserrent le crédit. Ce qui est un peu logique puisque la Fed opère depuis plusieurs trimestres un resserrement extrêmement rapide, extrêmement fort de sa politique monétaire, et un des principaux canaux par lequel fonctionne la politique monétaire sur l'économie réelle, c'est bien par le canal du crédit. Donc, tout ce qui se passe est tout à fait cohérent et logique. Dans quelques trimestres, quelques mois, on verra un resserrement très fort des conditions de crédit, et donc cet effet rebond de la consommation, malheureusement, va s'estomper. Vous avez l'exemple américain, mais je reviendrai sur l'exemple européen qui est très, très similaire. Deuxième explication, donc première explication crédit, deuxième explication à droite, c'est que le consommateur américain a réduit fortement son taux d'épargne. Là, vous avez le saving rate, donc on voit qu'il est à des niveaux inférieurs à la moyenne historique, c'est-à-dire en gros, le taux d'épargne, c'est ce que vous épargnez en pourcentage de votre revenu disponible.
Donc, a fortiori, le consommateur américain a plus dépensé, donc moins épargné. Donc, il a pu puiser, on va dire, dans son épargne. On peut dire les choses ainsi. Le slide suivant. En Europe, alors en Europe, la situation également, je l'ai dit, est un peu meilleure que prévu, un peu meilleure que ce à quoi on s'attendait. Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est une forte baisse des prix d'énergie sur les marchés de gros. Là, vous avez l'exemple à gauche du prix du gaz sur le marché de gros européen qui est retombé à environ 50 € le mégawattheure. Et vous avez aussi le prix de l'électricité qui est corrélé au prix du gaz, comme vous le savez, sur le marché européen, qui lui également a fortement baissé. Plusieurs explications. Un hiver doux qui a permis de limiter la consommation, mais aussi des efforts d'économie d'énergie manifestement assez forts en zone euro, en Europe, de la part des ménages et surtout de la part des industriels pour réduire leur facture énergétique face à la hausse des coûts. Donc clairement, baisse de l'énergie, c'est un facteur qui a permis de maintenir à flot, et je dis bien à flot puisque, comme je vous l'ai montré dans le premier slide, les économies européennes font du surplace actuellement. Deuxième explication pourquoi les économies européennes résistent tant bien que mal à court terme, c'est vraiment, il faut insister là-dessus, c'est le soutien budgétaire colossal, les milliards d'euros mis en place par les différents gouvernements européens et notamment en Allemagne, près de 8% du PIB. Donc là j'ai lu le cas sur l'exemple français. On voit par exemple que vous avez ici le taux, vous avez les cotisations employeurs en pourcentage de la valeur ajoutée entreprise. Vous voyez qu'elles ont commencé à baisser sur les derniers trimestres. Donc l'État fait des efforts sur plusieurs plans. Il réduit la facture énergétique, le bouclier tarifaire, les ménages, des chèques énergie, des chèques alimentaires, des boucliers tarifaires. Donc clairement, l'État en Europe est un facteur de soutien extrêmement fort qui permet de maintenir à flot les économies. Sur le slide suivant, donc voilà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les choses s'améliorent, par exemple dans les industries de métaux lourds. Vous avez à gauche, au niveau zone euro, enquête de la Commission européenne auprès des industries métaux lourds. Donc, ce sont les industries qui sont les gens qui sont le plus impactés par les prix de l'énergie, puisque ces gens-là payent l'énergie au prix de gros. Ils ont des contrats indexés. Donc, tout de suite, les fluctuations des prix de l'énergie se répercutent très rapidement dans leurs coûts, et on voit que la production observée et surtout la production attendue, donc production expectations, la courbe bleue se redresse assez nettement depuis le début de l'année 2023. Donc clairement, on voit les effets positifs de la baisse des prix d'énergie sur ce secteur de l'industrie très dépendant des prix du gaz et de l'électricité. On peut aussi l'illustrer d'une autre façon à droite, toujours l'exemple français. Vous avez ici la croissance de la production manufacturière. Et ce qu'on constate, c'est qu'elle reste assez résiliente, proche de 0%, mais résiliente. Les choses auraient pu être pires. En tout cas, les choses auraient pu être pires si vous en croyez la corrélation entre les nouvelles commandes à l'industrie, c'est la courbe bleue, l'enquête PMI, avancée de 3 mois, et on voit que les nouvelles commandes à l'industrie sont en fort repli, sont à des niveaux clairement récessifs. Mais néanmoins, l'industrie manufacturière française et plus généralement occidentale se maintient, et une des explications, donc je le redis, c'est vraiment la baisse des prix d'énergie qui donne une sorte de bouée d'air aux industriels. Sur le slide suivant, donc le problème, c'est que nous, on pense que ces facteurs de soutien, malheureusement, ne vont pas durer, vont rapidement s'estomper. Donc, on table sur une récession carrément aux États-Unis au deuxième semestre, une baisse de l'activité de 1%, donc une récession assez importante entre disons, juin et décembre. Et je pense que les difficultés du secteur bancaire américain au cours des derniers jours ne font que confirmer ces perspectives. Et côté européen et côté français, on s'attend à ce que ces économies-là fassent du surplace. L'économie française fera du surplace, l'économie allemande sera certainement en récession. Pourquoi? Je pense que la première raison, c'est que les pressions inflationnistes restent extrêmement fortes, extrêmement élevées, et donc que les banques centrales sont très vigilantes. Elles ont bien compris qu'il y a toujours des risques de boucle prix-salaire. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans les années 70. Pourquoi l'inflation était aussi élevée? C'est parce que les banques centrales avaient laissé s'installer une boucle prix-salaire. Donc, elles vont rester très dures. En dépit des difficultés du secteur bancaire, on pense qu'elles vont rester très dures. On peut illustrer ces pressions inflationnistes à droite sur la zone euro. Vous avez l'inflation
donc zone euro sur les biens et sur les services, qui est en très forte accélération. Autrement dit, la hausse des prix de l'énergie et la hausse du prix des matières premières, c'est diffusé à l'ensemble des biens, à l'ensemble du panier de consommation et à l'ensemble du prix des entrants. Donc clairement, une dynamique inflationniste qui reste très préoccupante, et la Banque centrale européenne se réunit cet après-midi. On s'attend à une hausse de 50 points de base. Côté gauche, exemple américain, là vous avez l'enquête NFIB, c'est l'enquête auprès des PME américaines, et on leur demande quels sont vos plans pour augmenter les salaires de vos salariés. Et on voit qu'ils prévoient toujours d'augmenter fortement les salaires. Vous avez la courbe verte grise, qui est une mesure du salaire médian aux États-Unis, produit par la Fed d'Atlanta. Et on voit qu'on a des hausses de salaire de 6%, plus de 6% aux États-Unis. Et si on en croise graphique, jusqu'à la fin de l'année, les pressions salariales vont rester très, très fortes. Donc, clairement, les banques centrales sont très conscientes de ça. Sur le slide suivant, ce qui veut dire qu'elles vont continuer à maintenir des taux d'intérêt très élevés et pour longtemps, en dépit, je pense, des problèmes du secteur bancaire. Justement, sur le secteur bancaire, les conditions financières, selon moi, vont se durcir encore un peu plus. J'en ai parlé sur l'exemple américain, j'y reviens ici à gauche. Vous avez la croissance de l'investissement non résidentiel, un des moteurs de l'économie américaine. On voit que jusqu'à présent, la croissance est plutôt bonne, aux alentours de 4-5% en glissement annuel. Mais on voit que les banques, dans ce qu'on appelle les lending standards, c'est-à-dire en gros l'offre de crédit, le nombre de banques qui resserrent versus le nombre de banques qui assouplissent l'offre de crédit. Donc, on voit que le crédit se resserre de plus en plus et va se resserrer, selon moi, avec la débâcle de SVB outre-Atlantique. Je pense que les banques vont être de plus en plus averses à prêter. Donc, clairement, on tape sur une récession au deuxième semestre de l'année. On peut aussi l'illustrer d'une autre façon sur la zone euro. Ces questions de conditions financières qui se durcissent de plus en plus pour les ménages et pour les entreprises. En regardant les agrégats monétaires M1, M3, la croissance des agrégats monétaires. Et donc là, on voit une chute assez spectaculaire des agrégats monétaires, une chute assez spectaculaire du crédit, et notamment du crédit d'entreprise en zone euro. En Allemagne, Italie, plus fort qu'en France encore, les banques resserrent vraiment rapidement le crédit. Sur le slide suivant, un autre point sur la zone euro qu'il ne faut pas oublier, c'est que la crise énergétique, en plus donc, du resserrement des conditions financières liées aux politiques monétaires, vous avez la zone euro qui n'est pas sortie du problème de l'énergie, de la crise de l'énergie, en dépit d'un petit répit, comme je vous l'ai montré sur les marchés de gros. Et pourquoi? C'est bien illustré, je pense, avec le graphique de gauche, qui vous montre, c'est une enquête INSEE menée auprès d'un échantillon de 400 à 500 entreprises menée en décembre 2022. Industrie et services, on a demandé aux entreprises quelle a été la hausse de vos factures d'électricité, c'est le carré bleu. Donc 50% dans l'industrie, c'est énorme, mais seulement 10% dans les services. Par contre, quand on leur demande quelles sont nos perspectives pour 2023, dans les services, les entreprises rapportent une accélération de leur facture, et ce qui est logique puisque vous le savez, l'essentiel des contrats dans l'économie réelle, notamment dans les services, sont des contrats non indexés au prix de gros, qui sont renouvelés tous les 6 mois, tous les ans, voire tous les 3 ans. Je parlais hier à la CPME, ils nous disent tous les 3 ans. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le choc énergétique et gazier se transmet avec retard, puisque maintenant, on voit les fournisseurs d'énergie renouveler leurs contrats avec des prix bien plus élevés. Donc malheureusement, le choc énergétique est encore devant nous, en tout cas pour le secteur des services. Donc voilà, je crois que j'ai encore un dernier slide puisque j'atteins la limite de mon temps. Donc voilà, là vous avez un petit peu un résumé par grande zone euro, enfin Europe, États-Unis et économie avancée, des différents facteurs qui, selon nous, vont entraîner une récession deuxième semestre côté États-Unis, une stagnation jusqu'au début 2024 en France et en zone euro. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur chaque point, mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est les deux grands facteurs, c'est la crise énergétique en Europe, et c'est en Europe et dans les économies occidentales, c'est le durcissement de plus en plus fort à venir des conditions financières, deuxième semestre 2023, début 2024. Donc, on attend une stagnation, récession, suivant les économies.
fin 2023, début 2024, avec la Grande-Bretagne, je n'en ai pas parlé, la grande économie industrielle qui s'en sortirait le plus mal, avec une baisse en moyenne annuelle du PIB attendue à moins 0,3 en 2023. Je crois que c'est mon dernier slide, donc je vais m'arrêter là. Ah non, j'avais encore un dernier point. J'avais 1 minute et je me mettais, je vous promets, sur la perspective secteur. Donc là, vous avez à gauche les résultats rapportés par les grandes entreprises des marchés financiers, S&P, CAC 40, etc. Plus vous êtes dans le cadran nord-est, plus les résultats ont été bons. Donc, vous avez donc, le secteur de l'énergie. L'automobile a rapporté une croissance des revenus, une croissance du revenu par action très élevée. En revanche, les secteurs qui sont le moins bien sortis, semi-conducteurs, chimie, métaux, tout ça est logique, hein. Et bien sûr immobilier. Tous les secteurs en gros impactés par la crise de l'énergie et impactés par le resserrement des conditions de crédit. Donc je pense notamment real estate, au crédit immobilier. Vous avez à droite, et je vais arrêter là, vous avez nos perspectives sectorielles encore en termes de profitabilité pour 2023. Et l'idée, c'est qu'il y aura une détérioration dans la plupart des secteurs, notamment le cadran en haut à gauche, les secteurs qui ont connu une bonne profitabilité en 2022, mais pour lesquels on s'attend à une détérioration, donc le retail, c'est-à-dire les ventes, la distribution, le shipping, transport maritime, donc tous ces secteurs en haut dans le cadran en haut à gauche sont les secteurs pour lesquels on voit une détérioration en 2023, alors que 2022 a été une bonne année. Voilà, et je vais m'arrêter là, et merci encore pour votre temps et votre écoute. Merci beaucoup, Maxime, pour ce sprint. Je retiens, tu avais bien commencé en disant que le cycle se retournait à la hausse, donc c'était bien parti. Et après, on a vite compris que la prudence était de mise et qu'il y avait des facteurs positifs et quand même pas mal d'incertitudes. Mais j'allais dire, j'allais pas dire qu'on a l'habitude de vivre dans l'incertitude et l'empilement des crises, mais c'est devenu un peu la réalité. Et ce que je retiendrai, c'est que ça rend d'autant plus fondamental de faire le bon choix entre une implantation à l'international pour profiter des soutiens nationaux, des soutiens budgétaires massifs et une exportation parce qu'on a un savoir-faire, etc. Et voilà. Et en matière de commerce extérieur, on a beaucoup parlé de la fluidité des échanges justement entre les pays dans ces périodes où on sort de crise sanitaire, etc., parfois de politique protectionniste, etc. Et ça joue également un grand rôle dans la dynamique des échanges et donc de l'internationalisation. Et c'est la raison pour laquelle on est très heureux d'avoir Hugues Morin de Clasquin qui a accepté de venir témoigner. Parce que effectivement, on a un spécialiste un expert du transport et de la logistique internationale et qui va pouvoir nous parler aussi des dernières transformations dans ce métier vraiment fondamentales pour parvenir à optimiser ces échanges et ces ventes. Donc Hugues, bonjour. Je vais vous laisser la parole pour présenter rapidement votre activité, vos enjeux et voilà, donner un peu ce qui est essentiel aujourd'hui dans la gestion de la chaîne logistique. Ok, merci Arnaud et merci pour l'invitation du LCL. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, deux mots, moi je suis le CEO du groupe Clasquin. Donc, je vais vous. Oui, c'est un témoignage. On voit que c'est un témoignage. Donc, j'ai prévu de parler à la fois la stratégie internationale de Clasquin, les grandes évolutions des chaînes logistiques mondiales. On a vécu un certain nombre depuis 21 et 22, et donc j'évoquerai tout ça. Et puis peut-être un élément en particulier, comment vous pouvez décarboner vos chaînes logistiques mondiales. C'est un des grands enjeux du moment. Donc, j'aimerais à parler de ça tout à l'heure. Peut-être un mot pour démarrer avec le premier slide, donc qui est Clasquin et que fait-on. Donc notre métier, c'est un métier d'organisateur et de pilote des supply chains internationales de nos clients. Nous gérons à la fois les commandes de nos clients avec des mouvements physiques de marchandises, et puis à la fois nous occupons de la donnée, de la visibilité à ces transactions internationales de transport. Alors, comment nous opérons? Nous opérons au travers
de réseaux de sous-traitance au niveau mondial. Pour être bon dans notre métier, c'est assez simple. Il faut à la fois des hommes de expertise technique, il faut également des systèmes d'information, de la technologie. Ça, c'est absolument fondamental pour donner de la visibilité. Et puis, il faut bâtir un réseau international pour être de bout en bout, pour soutenir nos clients. Alors, notre métier, il est à la fois peu connu. Personne ne connaissait l'existence des freight forwarders il y a quelques années. Et puis, depuis 2 ans, ça a été un peu, le shipping est venu un peu sur le devant de la scène, bien évidemment avec les perturbations que les chaînes logistiques internationales ont connues. Notre métier, donc vous voyez, nous on est dans le domaine de l'aérien, du maritime, du rail, du road brokerage, mais également on franchit à chaque fois des continents, donc il y a des enjeux douaniers qui se posent. Et puis en transverse de ces offres-là métiers, on a 2 grandes offres essentielles. Notre offre pour décarboner les chaînes logistiques, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, le digital. Il faut pouvoir suivre tout ça, notamment lorsque les supply chains sont abîmées ou en tout cas sont fortement challengées. Clasquin, c'est 877 millions d'euros de résultats. On est coté en bourse. Pardon, pas de résultat, de chiffre d'affaires. J'aimerais que ce soit le résultat, mais pour l'instant, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. On est 1200 salariés employés dans l'entreprise. Et puis, vous voyez, on a un réseau mondial, donc je vous parlerai un peu de notre stratégie de développement international. 66 bureaux essentiellement à l'extérieur de la France, donc à l'international dans 21 pays. Puis nos flux, à 50%, ils sont entre l'Asie et l'Europe. Mais vous voyez des flux qui grandissent en tout cas pour nous. L'Europe, Afrique, 12% désormais de nos flux mondiaux. Voilà, Clasquin, c'est à la fois une PME qui est devenue une ETI et puis qui s'est fortement internationalisée. Donc, je vais vous parler peut-être un peu de ça sous forme plutôt de témoignage. J'ai pas vraiment de slide là-dessus, mais l'international, c'est notre métier. En réalité, c'est le métier de nos clients, mais c'est également notre métier pour pouvoir réaliser les opérations de nos clients. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour nous depuis Lyon en 1983 où on était 10 salariés à aujourd'hui avec ses 66 bureaux à travers le monde? Ça a été d'abord chercher la meilleure structuration ou les meilleures structurations pour développer l'entreprise internationale. C'est passé d'abord par des recherches d'agents, peut-être que vous êtes confrontés également à ça, d'abord des recherches d'agents, de partenaires, et puis ensuite on a monté des sociétés opérationnelles, et puis ces sociétés opérationnelles, on les a transformées en sociétés commerciales avec pour but d'aller gagner des clients, certes en France, mais aussi à l'international, à chaque fois que l'on ouvrait un bureau Clasquin, qui a toujours une vocation opérationnelle de servir le réseau, mais Clasquin, mais également d'aller commercialiser à l'international. Aujourd'hui, grâce à ces 21 pays, au sein de notre top 30 clients, on a à peu près 35-40% de nos clients qui sont des clients qui ne sont pas français, donc des boîtes allemandes, des boîtes US, espagnoles, chinoises, japonaises, qui font partie de nos grands clients en complément de grands donneurs d'ordre français. Donc, la structuration, j'ai pas de recette miracle. J'ai des recettes dans lesquelles je pense qu'il faut à la fois toujours mesurer ce que l'on peut faire au moment où on décide de se développer, les moyens que l'on veut y allouer, mais également les problématiques des hommes que l'on a en face de soi. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à avoir des structurations qui se mettent progressivement en place dans les différents pays. Le deuxième point peut-être de cette stratégie internationale pour Clasquin, ça a été clairement les hommes et en particulier recruter nos représentants, nos hommes et nos leaders localement. Alors, ils ont eu tout un tas de caractéristiques. J'étais un des premiers, moi, donc j'étais coopérant, donc j'étais pas bien vieux. Mais enfin, j'étais le représentant de Clasquin en Australie, puis après au Japon. Donc, à la fois des jeunes, on a parié beaucoup sur des jeunes dans un premier temps, et puis, au fur et à mesure, la boîte se développe, est plus attractive, on recrute des managers. On a fait beaucoup peut-être de bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Donc, on a eu beaucoup d'échecs. Je crois qu'il faut beaucoup de modestie sur le sujet. Et puis, au fur et à mesure, on achète aussi des sociétés à l'international. On accueille des dirigeants, des dirigeants qui deviennent associés à nos différentes filiales.
voilà, ça a été également tout ça, l'international pour nous. Peut-être un élément avec ces patrons à l'international, je pense que ce qui est assez fondamental, c'est d'être capable ou en situation de partager le projet de l'entreprise et tout en se disant que ce projet de l'entreprise, il a souvent une autre, faut être capable de bien l'exprimer pour des hommes qui vont bien souvent avoir des cultures, des pratiques du business qui sont différentes de celles que l'on a. Donc les recettes que l'on a peut-être connues localement ou dans les pays proches ne sont peut-être pas les mêmes. Et là, je crois qu'il faut beaucoup d'ouverture, à la fois être clair sur ses politiques, sur sa stratégie, et à la fois beaucoup écouter les hommes que l'on recrute, les leaders que l'on recrute, pour adapter ces politiques de manière à être en phase avec les marchés que l'on souhaite adresser. Derrière cette structuration, les leaders, je pense qu'il y a un autre sujet fondamental dans la réussite, c'est être capable d'attirer des équipes derrière ces leaders. Alors bien sûr, les équipes locales à l'international sont souvent liées aux leaders, en tout cas pour les PME, mais il faut être capable de les attirer, puis il faut être capable également d'avoir un projet avec elles, et là de faire des choix. Là, on peut faire des choix assez clairs. C'est quoi le ciment? C'est quoi le ciment pour ces équipes à travers le monde que l'on finit par avoir lorsque l'on se développe? Et là, je crois qu'il faut être faut faire des choix. On ne peut pas tout faire dans tous les pays. Si on a des pratiques en France là où on a le siège assez général et on s'occupe un peu de tous les sujets, je crois qu'il faut faire des choix à l'international si on veut être crédible, durable et puis arriver à les mettre en œuvre. Nous, on a fait un choix qui était assez simple pour créer ce ciment, c'est s'appuyer sur notre politique de ressources humaines, la déployer avec des outils clairs, les mêmes partout dans le monde pour tous les salariés. Et donc, on a quelques piliers, le fun at work, être capable de créer un environnement de travail qui soit satisfaisant. On le mesure, ça aussi, on le mesure. En même temps qu'on mesure nos KPI sur l'économique, et ben on mesure aussi avec tous nos salariés. Ça peut être compliqué pour permettre que nos 200 collaborateurs en Chine ou en Inde s'expriment, mais on leur demande leur avis quant à l'évolution de la société, comment ils se sentent dans la société. Et pour nous, c'est un des ciments que l'on a su créer. On a d'autres éléments très importants là-dedans, le partage du profit. C'est des sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder pour les dirigeants également qui vont se développer à l'international. Est-ce que j'investis bien mon argent en partageant mon profit dans mes filiales? Est-ce que je le fais utilement? Donc on a fait beaucoup d'expérimentation là-dedans, mais on n'a jamais changé notre focus depuis 30 ans, c'est-à-dire partager notre profit avec nos collaborateurs de la même manière que l'on soit à Paris, à Ho Chi Minh, à Shanghai, à New York ou à Santiago du Chili. On a pour but, lorsque nos sociétés sont performantes économiquement, d'aller partager nos profits avec l'ensemble de nos collaborateurs. C'est un ciment qui est fort et c'est ce qui nous permet d'entretenir une relation avec nos collaborateurs à travers le monde. Et puis peut-être le dernier qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement, c'est l'actionnariat salarié. Alors on l'a mis en France en place il y a bien longtemps. On a la chance d'avoir 70% de nos collaborateurs en France actionnaires de Clasquin et on a étendu ce programme-là à l'international l'année dernière avec le Portugal, avec Hong Kong, avec l'Allemagne, voilà, et l'Espagne. Voilà, c'est possible, c'est difficile, c'est coûteux, c'est lent, mais c'est tout à fait possible. Voilà peut-être pour Clasquin. Alors, la deuxième partie, Arnaud m'a demandé de parler un peu de nos chaînes logistiques mondiales. Elles ont été fortement perturbées et pourquoi elles ont été perturbées. Donc, je voudrais peut-être vous parler de quelques éléments là-dessus. Donc, le premier, effectivement, on a eu depuis 25 ans l'entrée de la Chine dans l'OMC, la place prépondérante de la Chine dans le commerce mondial et dans la production mondiale. Tout le monde est allé sourcer au fur et à mesure d'avoir les grands groupes qui s'y sont installés. Puis ensuite, les PME et les ETI ont pris le pli il y a déjà au moins une bonne vingtaine d'années. Voilà, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle
la notion de double sourcing ou le China plus one ou le China plus two est réellement un levier, en tout cas, est en train de se mettre en place. Nous, on le voit très concrètement avec l'émergence des demandes, des flux sur des pays type l'Inde, le Bangladesh dans certains segments de marché comme le textile, et puis des marchés en plus forte proximité, notamment la Turquie qui a une capacité industrielle à compléter une solution de sourcing en lieu et place de la Chine. Attention, on prévoyait que ça aille très vite. Les Américains ont démarré plus tôt, avant les Européens. En réalité, c'est lent parce que bien évidemment, c'est coûteux de changer son sourcing international. C'est difficile. La Chine a acquis tout un tas de compétences en matière de qualité, notamment de suivi, mais aussi de capacité de production. Et donc, on ne remplace pas un fournisseur chinois et en tout cas, on ne le localise pas non plus du jour au lendemain en proximité de l'Europe ou de la France. Le short sourcing, alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion-là, on peut l'appeler aussi le friendly sourcing. On cherche à avoir des fournisseurs dans lesquels on ait confiance, ce qui sous-entend qu'on n'a pas confiance dans un certain nombre de pays. Alors, ça vaut probablement pour des productions plus sensibles, plus stratégiques, dans lesquelles on ne veut pas avoir des niveaux de dépendance trop importantes. Alors, ce short sourcing, il se met en œuvre. Alors, je vais vous donner des éléments très concrets. Clasquin est à 50% de ses flux entre l'Asie et l'Europe, donc est fortement sur ces marchés-là. On a vu tout un tas de flux bouger ces dernières 2 années entre l'Europe et les États-Unis. Nos clients américains ne se fournissant plus en Asie en partie et venant se fournir beaucoup plus en Europe. Alors, il s'avère que souvent ce sont les mêmes fournisseurs, mais ils vont switcher des demandes de production chinoises vers des productions européennes. Ça peut être des sociétés japonaises installées en Europe, par exemple, mais on voit cette accélération et là, pour ceux qui tradent avec les États-Unis, les capacités de transport ont été limitées, du coup, parce que les volumes ont fortement augmenté, puis les taux de fret se sont également envolés. Alors là, le troisième grand phénomène, c'est le phénomène de régionalisation. Je vais rester sur le slide d'avant, le troisième phénomène de régionalisation. Et là, la régionalisation, on en parlait il y a une dizaine d'années, mais c'est l'émergence des flux dans les grandes régions, donc l'intra-Asie, l'intra-Europe et puis l'intra-Amérique. On voit ce phénomène qui était très attendu, prend du temps, hein, beaucoup plus de temps. D'ailleurs, la crise du Covid a plutôt ralenti ce phénomène de régionalisation, mais il est présent et il vient en complément des autres phénomènes que l'on observe au niveau du commerce mondial. Et puis le nearshoring, là aussi, rien de nouveau, mais il vient aujourd'hui compléter ce dispositif parfois de short sourcing et également la grande tendance dans laquelle on doit tous travailler, qui est la décarbonation de nos chaînes logistiques, vient renforcer ce phénomène de nearshoring parce que la réduction des distances permet aussi de contribuer à la décarbonation des chaînes logistiques mondiales. Alors, il n'y a pas un seul phénomène qui va se dérouler. Je pense que tous les phénomènes que je décris là sont en route et il y aura probablement à la fois du nearshoring et puis aussi du long shoring qui vont continuer à fonctionner en étant juxtaposés les uns à côté des autres et que bien évidemment tout ça a un impact sur vos chaînes logistiques et vos chaînes de transport. Alors on peut passer au slide suivant, parce qu'effectivement, ces différents mouvements autour du commerce mondial viennent impacter vos chaînes logistiques internationales. Bien évidemment, on avait des chaînes logistiques qui fonctionnaient autour des clients, hein, historiquement, autour de l'organisation, et puis également aujourd'hui, et j'en parlerai par la suite, ce phénomène de la décarbonation que l'on doit mettre en œuvre, qu'il faut mettre en œuvre, et qui vient également impacter vos chaînes logistiques. Alors, bien évidemment, lorsque les piliers de la chaîne logistique internationale, c'est les piliers de la réactivité, hein, être capable de répondre vite à son client, les questions de fiabilité, je dois être fiable et donc m'engager sur les délais de livraison, et puis je dois pouvoir être flexible également parce que mon client
voulait 10 pièces, il en veut 20. Est-ce que je suis capable de réagir rapidement et être flexible dans ma supply? Ça, ce sont les piliers de la supply. Bien évidemment, avec les mouvements que j'évoquais, les 4 mouvements précédents, avoir un fournisseur localisé en Chine avec des infrastructures qui marchent parfaitement bien, ça n'est pas la même chose qu'avoir un bon fournisseur en Inde avec des infrastructures qui ne fonctionnent pas bien. Je peux vous dire que la fiabilité des expéditions et des transactions en sortie d'Inde, la fiabilité n'est pas la même que celle que l'on peut obtenir en sortie de Chine. Les capacités d'avoir des volumes en forte hausse n'est pas la même en Inde qu'elle l'est en Chine. La maîtrise des flux avec la Turquie n'est pas la même. Les Turcs ont un goût très particulier dans la maîtrise de leurs flux internationaux et donc impactent vos chaînes logistiques. Voilà tout un tas de phénomènes où ces 4 phénomènes qui bougent le sourcing mondial viennent impacter vos chaînes logistiques. Alors, bien évidemment, les questions d'organisation se posent aussi, les questions au travers des coûts et du cash. Si on a des fournisseurs qui sont à une semaine, on a probablement moins besoin de stocker que si l'on a des fournisseurs à 40 ou à 50 jours. Donc, tout ça impacte également les décisions que vous pouvez être amené à prendre. Enfin, j'aurais peut-être, pour finir, évoquer la question de la décarbonation, parce que des chaînes logistiques, ce sujet doit, je veux dire, à la fois le sujet est dans les esprits, je pense, de tous les dirigeants aujourd'hui, et à la fois, je dois vous dire, pour suivre, on a 11 000 clients à travers le monde, on doit traiter de l'ordre d'un petit millier d'appels d'offres mondiaux par an. Je dois constater qu'à la fois beaucoup en parlent et je vois assez peu ou pas encore assez de KPI ou d'objectifs fixés dans les appels d'offres autour de la décarbonation des chaînes. Or, pourquoi mon témoignage, je pense, a de l'intérêt pour vous dire que n'hésitez pas à le faire. Faites-le. Il y a des solutions. Alors, je décris sur ce slide 2 types de solutions. Il y en a une, je n'y peux rien, vous n'y pouvez pas grand-chose non plus. C'est la recherche l'innovation, la technologie. Il faut des nouveaux moteurs, il faut des nouveaux carburants. Il faut attendre. Il faut attendre là-dessus. Et en tout cas, vous pouvez peu agir et je peux à ce stade peu agir sur ces questions-là. En revanche, la partie droite que je mets en orange, les questions d'organisation et de pratique, on peut bouger. Vous pouvez bouger. Nous pouvons vous aider à bouger pour décarboner vos chaînes logistiques. Et ça, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. On peut agir aujourd'hui et vous pouvez le mettre dans vos appels d'offres pour que l'on puisse décarboner ensemble ces chaînes logistiques. Pourquoi? Alors, je décris sur ce slide 4-5 initiatives que l'on peut prendre, travailler, discuter. Elles ont bien évidemment un impact sur les questions de réactivité, sur les questions parfois de coûts, bien évidemment, mais elles existent et donc on peut d'ores et déjà décarboner. Comment? Réduire les poids, réduire ce qu'on appelle le empty, le vide. Lorsqu'on envoie un camion à moitié plein ou à moitié vide, et bien évidemment, on a un double de consommation à l'unité transportée que si l'on remplissait ce camion. Idem pour un conteneur que l'on bouge à travers le monde. Et puis, bien sûr, réduire les distances. Et j'évoquerai un cas d'un client formidable qui s'appelle Sophie en région de l'Est de la France, de la région lyonnaise, et qui a su réorganiser ses flux lors d'un appel d'offres avec nous, dans lequel toute sa fourniture, ses fournisseurs européens ont été, grâce à une plateforme logistique qu'on a montée à Lyon, de regroupement pour acheminer ces marchandises vers l'usine principale de Somfy en Tunisie. Voilà un moyen que l'on a utilisé pour diviser par 2 le rejet carbone des activités internationales sur ce trade pour cette belle société Somfy. Donc, il y a des possibilités. On peut agir aujourd'hui sur ces organisations et pour permettre cette décarbonation. Voilà un peu mon témoignage sur ces sujets. Arnaud, je vous repasse la parole.
Oui, merci beaucoup, Hugues. C'est un sacré challenge parce qu'il faut à la fois être efficace dans l'optimisation du transport et de la logistique internationale en termes de timing, et en même temps, il faut être, on est dans un secteur compétitif, donc il faut, j'allais dire, verdir et décarboner tout en restant compétitif, ce qui est aussi un challenge et sans doute c'est tout à l'honneur de votre groupe parce que non seulement vous êtes acteur de votre décarbonation, mais en plus vous êtes acteur de la décarbonation de vos clients. Et ça, c'est effectivement très important dans l'efficacité de la gestion de la chaîne logistique. Donc, merci beaucoup, Hugues. Je suppose Si je peux me que… permettre un Oui, message positif là-dessus, Arnaud. oui. Somfy a réduit par 2 ses coûts de transport tout en réduisant par 2 ses émissions de CO2. Donc, j'invite tout le monde à réfléchir à cette problématique-là. Bah, c'est une excellente référence quand on connaît effectivement les performances et la qualité du groupe Somfy. Effectivement, c'est une excellente référence. Merci beaucoup. Je pense que Julien David, les problèmes de chaîne logistique, il doit bien connaître en tant qu'exportateur et acteur au niveau mondial sur son secteur d'activité. Et Julien va donc directeur général du groupe GMI, va nous parler d'un des aspects, d'un autre aspect de l'internationalisation qui est finalement la sécurisation de son chiffre d'affaires à travers son expérience sur l'assurance crédit. Eh bien, Julien, je vous laisse vous présenter et nous faire votre retour d'expérience. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Arnaud, merci pour cette présentation à tous les intervenants jusqu'à présent. Je suis donc Julien David, je suis directeur général délégué du groupe JMI. Le groupe JMI, c'est un ETI français, familial, créé en 2017, mais fort de plus de 40 années d'expérience au regard des différentes aventures de nos sociétés. Nous sommes spécialistes des produits de la mer et du front industriel. L'économie de la mer, en général, c'est une économie qui est assez méconnue. On en parle beaucoup à travers les flux logistiques, la pêche, le tourisme et autres, mais c'est une économie globalement qui représente environ 250 milliards d'euros. Là, au niveau de nos activités des produits de la mer, nous sommes principalement orientés sur les crevettes tropicales, qui est un produit qui était auparavant très consommé pour les fêtes et qui est aujourd'hui extrêmement répandu puisque c'est l'une des protéines animales les moins chères du marché. L'économie de la crevette, qui peut faire un peu sourire parce qu'elle est un peu singulière, représente tout de même à l'échelle mondiale plus de 60 milliards de dollars. On a une production mondiale de plus de 7,5 millions de tonnes. Et le groupe JMI aujourd'hui est le référent français. On a plus d'un tiers de parts de marché et on est l'un des principaux en Europe. À travers nos activités, nous sommes à la fois aquaculteurs, nous sommes donc producteurs avec des fermes en Équateur, mais aussi en France. Nous sommes pêcheurs à Madagascar, nous sommes transformateurs, notamment dans ce qu'on appelle la crevette cuite fraîche que l'on retrouve dans la plupart de la grande distribution. Nous sommes aussi distributeurs et enfin concepteurs et conseillers pour des solutions techniques pour le front industriel et des solutions que nous installons. Nous avons un chiffre d'affaires aujourd'hui de plus de 235 millions d'euros en consolidé et nous sommes plus de 1300 salariés dans le monde, dans 6 pays, notamment l'Équateur, la France, Madagascar, la Roumanie, l'île Maurice et le Maroc. Voilà pour une rapide présentation de nos activités. De par nos activités, nous sommes fortement exposés dans des pays dans lesquels les économies ne sont pas aussi fortes qu'en Europe. Et puisque nous exportons aussi beaucoup dans beaucoup de pays africains, beaucoup des pays d'Amérique latine. Et compte tenu des contextes internationaux extrêmement complexes, extrêmement volatiles, il nous arrive parfois d'avoir des difficultés à exporter, à réaliser nos affaires, et nous sommes constamment à la recherche de solutions qui nous permettent de protéger nos chiffres d'affaires
et nos marges. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui notre expérience pour une solution qui nous a été proposée par Allianz Trade, c'est le crédit Cover One, que nous avons utilisé à travers l'une de nos filiales qui s'appelle France Agro-Industrie. France Agro-Industrie, c'est une filiale qui fait du fonds industriel pour le groupe et qui développe des solutions spécialisées pour l'industrie agroalimentaire. Dans le cas d'espèce, nous avions un client au Mexique, nouveau client. Alors, l'économie mexicaine étant, comme je l'ai mentionné auparavant, assez volatile, pas forcément aussi fort que celle que l'on peut retrouver en Europe. Des concurrents espagnols aussi qui sont fortement implantés là-bas et des aides du gouvernement espagnol beaucoup plus souples et agiles que celles qui étaient proposées par le gouvernement français. Lors de cette mise en concurrence par nos clients, vous aviez d'un côté le gouvernement espagnol qui pouvait assurer une couverture de crédit à hauteur de 1 million d'euros, à partir de 500 000 euros, alors que le gouvernement français, lui, à travers notamment BPI France, ne donnait accès à cette couverture qu'à partir de 1 million d'euros. Or, le marché sur lequel nous étions était d'environ 500 000 euros, donc concurrence directe avec un fournisseur espagnol, et nous n'avions pas de solution pour ce nouveau client, sachant que il faut regarder la réalité de l'économie mondiale. Vous avez un client qui se retrouve dans des zones assez complexes en termes notamment de narcotrafic, donc des gens qui ne connaissent pas forcément ce client, qui ne connaissent pas non plus ses activités, difficulté d'obtenir une garantie et une assurance crédit. Et à travers nos chargés d'affaires au niveau du LCL, nous avons eu vent et connaissance de cette solution, donc le Crédit Cover One, qui nous a permis d'obtenir une garantie sur 50% du marché pour un coût de 5%. Et ainsi, donc, nous, de réduire notre exposition et notre risque, tout en étant beaucoup plus compétitif vis-à-vis finalement de notre concurrent espagnol, puisque lui était garanti par l'État, et ce qui nous a permis d'obtenir ce marché et de garantir donc le développement avec ce nouveau client. Et l'intérêt vraiment de cette solution, au-delà de juste de ce client, on est amené, nous, à la réutiliser de manière assez fréquente, c'est que vous pouvez avoir des assureurs crédits qui ne connaissent pas vos clients ou alors qui sont un peu réticents à aller sur certains marchés. Et vous avez la possibilité de limiter votre risque en se disant que ce premier client, qui soit sur un nouveau marché, sur un nouveau pays, va vous permettre d'ouvrir de nombreuses portes. Si je prends l'exemple du Mexique, nous, c'était la première fois que nous intervenions dans ce pays-là. On a un certain nombre de touches et de prospects, mais nous n'étions absolument pas couverts par les assureurs crédits ou plus traditionnels ou par BPI France. Et ça nous a permis derrière d'avoir un effet boule de neige, c'est-à-dire de prendre un premier pas, que nos solutions soient reconnues auprès de nos clients, que le vent se diffuse de la qualité des produits de France Agro-Industrie et derrière de pouvoir capter de nouvelles clientèles dans ce pays. Voilà un peu le témoignage qu'on peut faire de cette solution Crédit Cover One, donc qui permet de limiter le risque pour de nouveaux marchés dans des économies qui ne sont pas forcément très reconnues auprès des assureurs crédits. C'est un point très important au niveau du développement international et vous permettre justement pour un coût assez réduit de capter de nouveaux marchés. Merci beaucoup Julien, c'était très clair et on comprend bien qu'on ne peut pas se permettre sur un nouveau marché à l'international. L'investissement est quand même important et on ne peut pas se permettre de perdre du chiffre d'affaires parce que là, c'est même pas perdre de la marge, c'est perdre bien plus, c'est perdre un montant très, très important. Donc, on se rend bien compte de l'intérêt de cet outil et merci pour ce retour d'expérience vraiment très intéressant. Alors, sécuriser son chiffre d'affaires, c'est une chose, mais à travers le chiffre d'affaires, il y a aussi la gestion de la devise. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Martial Hortot, qui est responsable de notre salle de marché. Comment on fait pour sécuriser son risque de change en ce moment où, plus que jamais, c'est quand même très agité?
Merci Arnaud pour cette transition et cette introduction. Martial Orto, oui, je suis responsable des activités de marché chez LCL. Nous intervenons principalement auprès d'une clientèle ETI, institutionnelle, mais aussi grande entreprise. Le tiers de nos activités repose sur les métiers du change. Nous accompagnons environ plus de 1000 clients sur les marchés financiers pour traiter leurs devises. Alors pourquoi le change? C'est un sujet sérieux. On va pouvoir démarrer, Arnaud, sur le slide, la première slide de présentation. Parce que déjà, ce marché, c'est un marché gigantesque, énorme, avec de nombreux intervenants, du plus gros au plus petit, puisque même les particuliers interviennent sur ce marché. Et bien entendu, les banques centrales, les hedge funds, les grandes entreprises. Et tout ça amassé, ça représente plus de 6 000 milliards de transactions chaque jour. Il est probable qu'hier, on les ait dépassés d'ailleurs. C'est grosso modo le bilan d'une grosse banque centrale comme la Fed ou la BCE. Un petit peu en deçà, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, c'est gigantesque. Alors c'est un marché effectivement profond, liquide, mais c'est aussi un marché hyper sensible. C'est un marché qui est très réactif, qui décale à tout moment, qui nous laisse jamais tranquilles. Le marché du dollar, bien entendu, contre l'euro en 2020, 2021, 2022 a connu des ranges, des fourchettes de fluctuations énormes, plus de 16% encore l'année dernière de fluctuations entre les plus hauts et les plus bas sur l'euro-dollar. Et sur une journée comme hier, alors quand j'ai mis sous presse mes slides, j'avais pas encore d'exemples et d'illustrations précises. Quand je disais que le cours du dollar peut décaler 2% sur une journée, eh bien hier, c'est l'exemple parfait puisqu'on a démarré la séance au-dessus des 1,07 et on l'a fini tout proche des 1,05. Donc, c'est un marché très sensible. C'est sans doute le premier baromètre. Dès lors qu'il y a un indicateur de marché qui est publié, dès lors qu'il y a un événement qui va être annoncé, hier, bien entendu, on parle beaucoup du marché bancaire. Eh bien, le marché des changes, c'est le marché qui va sans doute être le plus réactif et en tout cas qui va réagir le plus vite. Alors, pour vous donner, et puis entendu, c'est un marché qui fonctionne en continu, qui ne s'arrête quasiment jamais. Une petite trêve quand même le week-end, ça fait du bien. Alors, le slide suivant va vous représenter sur deux graphiques la manière dont les devises peuvent bouger. Alors là, c'est sur un horizon d'un an, enfin, dans le rétroviseur. L'euro-dollar, vous voyez l'année dernière, sur le graphique de gauche, eh bien, il a connu un point bas à 0,95. C'était assez névralgique, hein, parce qu'on a cassé la parité l'année dernière et c'était pas arrivé depuis très longtemps. Je pense qu'il faut remonter plus loin que les 10 années dernières. Donc 0,95 pour le point bas et un point haut qu'on a touché récemment de 1,10. Donc ça fait, encore une fois, ça fait, je vous dis, autour de 16% de fluctuation sur une année glissante. J'ai repris aussi sur le graphique de droite une autre devise. On parle peut-être un petit peu moins, mais qui est énormément volatile elle aussi. C'est le yen, qui a bougé de pratiquement 20% l'année dernière entre son plus haut et son plus bas. Donc vraiment, le change, on peut dire que c'est un sujet sérieux. Alors, face à ça, quels sont donc les enseignements qu'on peut en tirer? On va passer sur le slide suivant, Arnaud, s'il te plaît. Eh bien, c'est que lorsque vous êtes confronté à l'international à des négociations en devises, ou en tout cas des négociations pour vous approvisionner ou pour écouler de la marchandise, ce sont des engagements, des contrats qui vont se déboucler dans le futur sur des horizons assez lointains, 6 mois, 1 an, ça peut même aller bien au-delà pour l'aéronautique, hein, puisqu'on a des clients qui vont nous couvrir des contrats à 5 ans sur l'aéronautique. Eh bien, vous ne pouvez pas vous dormir tranquille. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, voilà, je vais rentrer du dollar dans 1 an, on verra bien, de toute façon, c'est un peu le poker, mais on verra bien ce que ça donnera dans 1 an. Non, ce n'est pas vraiment la solution. Donc, il y a deux solutions finalement qui vont se présenter à vous. La première solution, c'est de dire, bon, moi, le change, j'y connais pas grand-chose, c'est quelque chose qui me paraît assez risqué, je ne vais pas m'engager là-dedans, je vais facturer en euros,
je laisse le soin à ma contrepartie, mon fournisseur ou mon client, de traiter le sujet à ma place et finalement, je n'en sors pas plus mal. Alors, c'est vrai que c'est, on va dire, sans danger, mais c'est vraiment pas rentable. Parce que quand vous faites ça, vous envoyez un message fort à votre contrepartie, à votre fournisseur, à votre client. Et le message, c'est le suivant, c'est que vous n'êtes pas qualifié pour traiter le change, vous n'y connaissez rien et que vous n'avez pas finalement les outils pour le faire. Donc, c'est une occasion rêvée pour votre contrepartie de planquer, de camoufler, de dissimuler de la marge. Donc, si vous voulez mieux maîtriser vos prix de revient, si vous voulez mieux maîtriser vos prix catalogue, il faut vous emparer du sujet. Donc, moi, je préconise plutôt la solution 2, c'est-à-dire de négocier et de facturer en devise avec vos contreparties. C'est-à-dire que là, vous gérez votre risque et vous maîtrisez beaucoup mieux vos marges. Alors, évidemment, ça vous demande quand même un petit effort, c'est-à-dire qu'il va falloir vous rapprocher de votre partenaire bancaire ou vos partenaires bancaires, négocier avec eux des lignes et des autorisations pour traiter du change à terme et puis qu'ils vous donnent aussi l'accès à une batterie, à une offre complète d'instruments de couverture. Alors, Arnaud m'a demandé, lorsque j'ai composé ces slides, il m'a dit, bon, écoute, illustre, donne un exemple concret. Est-ce que tu as des bons élèves? Je suis sûr que tu as des bons élèves. Alors, nous avons de bons élèves, mais c'est évidemment pas toujours si simple que ça de vous trouver un cas concret. Alors, j'ai beaucoup cherché. J'ai quand même trouvé un de nos clients qui utilise à peu près toute la batterie des instruments qu'on lui met à sa disposition. C'est un client qui vend des fruits transformés, qui est dans la compote, la purée de pommes. Et ce client, il va, quand il va couvrir ses flux en devises, il va utiliser pratiquement tous les instruments à sa disposition. Le premier socle, c'est évidemment le change à terme, parce que le change à terme, c'est la façon de fixer les choses pour le futur et ça ne bouge plus, vous pouvez dormir tranquille. L'inconvénient qu'on peut y voir sur le change à terme, c'est que évidemment, vous n'avez aucune marge de manœuvre, il y a des opportunités de marché qui pourraient se présenter, vous n'en bénéficierez pas. Donc le change à terme, ça reste quand même vraiment le premier socle, c'est le premier conseil à vous donner, c'est dire effectivement, vous avez des engagements en devise à 6 mois, à 1 an, regardez ce que vaut le forward, regardez ce que vaut le marché de l'euro-dollar à 6 mois, à 1 an, et déjà assurez le coup en faisant déjà des contrats à terme. Le deuxième socle, pour moi, c'est le marché des options. Le marché des options, c'est un marché comme le marché de l'assurance, c'est-à-dire qu'il faut de temps en temps y mettre un petit peu de trésorerie pour avoir une assurance. Et le principe de l'option, que ce soit des calls ou des puts, en fonction du sens de votre sens exportateur ou importateur, c'est peut-être mettre un petit peu de prime, mais c'est aussi fixer un prix qui est garanti, sur lequel vous pouvez effectivement vous reposer. Mais finalement, si le marché du change évolue en votre faveur, les options vous permettent d'en bénéficier. Alors les options, première génération, les calls, les puts, on peut aussi, bien entendu, les associer pour fabriquer des tunnels à prime nulle ou des tunnels asymétriques. Donc là, notre client qui travaille à l'export sur les compotes, il utilise régulièrement des options sèches. Régulièrement, il nous achète des puts de dollars. Alors, il utilise aussi des produits de seconde génération, des produits optionnels de seconde génération à la marge, c'est vrai. C'est des produits qui sont assez répandus. Il y a quand même aujourd'hui, en termes d'ingénierie, il y a une profondeur, il y a un marché qui est assez liquide. On parle là des produits de type ABF, ce sont des accumulateurs ou des TRF. Bon, ce sont des produits qui sont des produits un peu atypiques parce que s'ils vous donnent une marge de manœuvre, s'ils vous donnent un levier par rapport au marché du change à terme, ils ont aussi des contreparties. Donc, ça ne vous permet pas complètement de dormir tranquille. C'est-à-dire que quand vous mettez des produits comme ceux-là dans votre panoplie d'opérations de change, il faudra quand même les surveiller comme le lait sur le feu. Et enfin, le dernier socle, je ne devrais pas vous le dire, mais c'est le change au comptant. Parce que finalement, on s'aperçoit que les clients qui couvrent la totalité de leurs besoins en devises vont se retrouver parfois dans des situations un peu délicates. C'est-à-dire que si vous perdez un marché, s'il y a un aléa qui vient se glisser dans vos négociations,
eh bien, vous allez pouvoir vous retrouver avec non pas une sous-couverture, mais une surcouverture. Et défaire les couvertures, parfois, ça génère un peu de coup de frottement. Et puis finalement, quand on se laisse quand même un petit peu de marge de manœuvre et qu'on ne couvre pas tout, ça veut dire qu'on peut aussi bénéficier des opportunités du marché et se repositionner un peu mieux dans les jours ou les mois qui viennent si l'occasion se présente. Voilà, donc la panoplie, elle est large. Il faut savoir faire un mix de produits. Je pense qu'il n'y a pas la martingale n'existe pas. Mais en tout cas, si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est que oui, il faut prendre les sujets en main et il ne faut pas laisser à vos contreparties le soin de traiter le change à votre place. Voilà Arnaud. Merci beaucoup Martial. Les outils existent, ils sont là et vos experts existent. Donc, on retient de toute façon le message. Il y a plusieurs stratégies possibles, mais l'important, c'est d'avoir une stratégie, c'est de ne pas laisser les choses, laisser le hasard faire sans connaissance de cause. Merci beaucoup, Martial. Eh ben, je vais tout de suite enchaîner avec Emmanuel sur la gestion du BFR à l'international pour continuer sur cette partie sécurisation et optimisation de sa gestion financière. Merci Arnaud. Déjà, petite question de timing parce qu'il est 12h06. Donc, tu m'avais donné un créneau de 7 minutes. Est-ce qu'il tient toujours ou est-ce qu'il faut que j'accélère? Écoute, si tu peux gagner, si tu peux le faire en 5 minutes, c'est aussi bien. Mais Allez, je compte sur la force de tes propos et voilà. Ça marche, ça marche. Avant toute chose, bonjour à toutes et à tous. Merci Arnaud de m'avoir invité à participer à cette semaine de l'international. Donc Emmanuel Leproux-Blanchard, donc je suis le directeur du développement international et des partenariats chez Calef. Et à ce titre, en charge justement de toutes ces thématiques de sécurisation et de financement du BFR pour les groupes à dimension internationale. Donc rapidement, Calef en quelques mots, donc c'est la filiale spécialisée du groupe dédiée sur les métiers du factoring et du leasing, qui sert bien entendu la clientèle du groupe, mais pas que, puisqu'on travaille aussi en direct avec des apporteurs extérieurs, puisque vous le verrez un petit peu plus loin, certains pays dans lesquels nous sommes positionnés ne disposent pas d'un réseau bancaire du groupe Crédit Agricole, donc ce qui nécessite forcément d'actionner d'autres leviers externes pour pouvoir aller servir les clients et l'économie réelle. Donc, slide d'après, s'il vous plaît, si je dois tenir le timing, merci. Donc, rapidement, Calef, c'est une présence internationale qui a tendance à se renforcer sur ces dernières années et sur les années à venir, puisque ce développement international fait clairement partie de notre feuille de route et devient un pilier humain et financier de plus en plus important, puisque sur les 11 pays dans lesquels nous avons des équipes en charge des métiers du bail et ou du factoring, la moitié sont basés à l'international et d'un point de vue strictement financier, à fin 2022, donc les 30 milliards d'encours portés par Calef étaient incarnés à hauteur de 30% par l'international. Très rapidement, leasing et factoring sont deux métiers qui ont plutôt connu des croissances très fortes sur ces dernières années, mis à part l'épisode du Covid, avec des marchés à un niveau européen qui se sont très fortement développés sur l'année 2022, justement pour répondre au questionnement de nos clients et prospects et à leur accompagnement sur le financement, entre autres, de leurs besoins en fonds de roulement à l'international. Plaque suivante, s'il vous plaît. Donc, très rapidement, et je pense que c'est sur cette plaque qu'on va s'arrêter, il nous a semblé intéressant, avec Arnaud, Hugo et les équipes, de faire un focus sur l'analyse qu'on va mener avant l'implémentation d'un programme de factoring qui peut être à dimension d'une société ou d'un groupe disposant de plusieurs entités en France, à l'international. Et quand je parle d'international, c'est l'Europe, de l'Amérique du Nord
et un champ géographique qui a tendance à s'agrandir au fil des années en fonction de nos besoins clients. Donc, ce qu'on va regarder, c'est votre matière première. Et quand je parle de matière première, c'est votre poste client. Bien entendu, la qualité financière de l'entreprise sera regardée, mais in fine, et nous sommes un financier spécialisé, c'est avant tout l'actif qu'est le poste client qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va regarder, c'est avant tout votre métier, puisque le factor n'interviendra que sur des créances B2B à date. On n'a pas de solution à proposer en termes de sécurisation, gestion et financement sur du B2C. Et généralement, de par votre métier, va donc générer des processus de facturation. Donc ça, ce sont des choses qui nous intéressent. Donc on va regarder comment est-ce que vous facturez, quels sont les justificatifs amont, aval, c'est-à-dire des bons de commande, des contrats, et ensuite, une fois que la prestation est réalisée, des bons de livraison, des feuilles d'émargement pour de la prestation de service. Ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants, puisqu'en cas de litige avec votre client, et si on doit faire valoir nos droits en direct lorsque nous assurons nous-mêmes ou lorsque nous nous adossons sur votre police d'assurance crédit, il est extrêmement important d'avoir un procédural de qualité qui va prouver la réalité de la prestation et surtout sa bonne exécution. Ce qu'on va regarder aussi, donc, ce sont bien entendu vos clients, leur niveau de couverture crédit, puisque là encore, il est extrêmement important de sécuriser ces relations internationales via une assurance crédit. Donc, nos amis d'Allianz Trade, avec qui nous travaillons depuis de très nombreuses années, sont extrêmement à la pointe sur ces sujets-là. On va regarder aussi tout ce qu'on appelle les non-valeurs. Une non-valeur, en gros, c'est quoi? C'est vous émettez une facture en moyenne à 100, et nous, ce qu'on va regarder, c'est in fine, à combien est-ce qu'elle sera réglée, le delta étant généralement constitué d'avoirs, de ristournes, de litiges qui se résolvent par l'émission d'un avoir. Donc, tous ces éléments-là seront pris en considération, et ce qui va nous permettre de réaliser un diagnostic qu'on partage avec nos prospects et avec des préconisations permettant de sécuriser le poste client. Et qui dit sécurisation dit généralement une quotité de financement qui sera supérieure. On intervient bien entendu sur de multiples pays. Là où on sera beaucoup plus ennuyé, ce sont sur les pays sous embargo, c'est-à-dire frappés de sanctions diverses et variées, soit par nos chers amis de l'OFAC ou les instances européennes, donc qui sont en charge de réguler la bonne qualité et la bonne probité de ces pays à l'international. Enfin, comme je l'ai expliqué, on regardera donc la qualité financière de l'entreprise ou du groupe qui sera amené à devenir notre futur client, sachant que par essence, à partir du moment où l'actif est bon, on a vocation à intervenir. La structure et la qualité financière va permettre d'affiner les prestations offertes par la société d'affacturage, sachant que ce que recherchent les entreprises, et plutôt les grosses PME, ETI, voire grands comptes, ce sont généralement des programmes non révélés, donc c'est ce qu'on appelle des programmes confidentiels, où l'entreprise va conserver la pleine et entière maîtrise de son poste client, le factor, bien entendu, réalisant un audit avant de rentrer en relation et ensuite des audits réguliers du poste client pour s'assurer que l'ensemble des mandats qui sont confiés sont bien tenus. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, ce sont les offres qui sont capables d'être proposées sur des dossiers à dimension internationale. Donc, en gros, vous avez deux grandes familles. La première famille, et qui est vraiment celle qui est plutôt fashion ces dernières années, c'est ce qu'on appelle des programmes centralisés, qu'on appelle chez nous des International Factoring Pass. Donc, c'est un contrat unique qui va régir et les modes de fonctionnement et la tarification
d'un groupe, c'est-à-dire d'une maison mère et de l'ensemble de ses filiales, donc sous un format centralisé. On a un mode de fonctionnement assez innovant chez Calef, puisque nous partons du principe que les relations en local sont assurées soit par nos équipes françaises, soit par nos équipes qui sont disséminées aux quatre coins de l'Europe, puisqu'on part du principe que cette appartenance locale est extrêmement importante, avec des équipes de gestion opérationnelle au quotidien, c'est-à-dire ceux qui vont traiter les remises et financer les remises de créances, donc basées à Montrouge, avec de multiples compétences linguistiques, puisqu'on s'est très fortement renforcé sur ce sujet-là, avec, vous le voyez tout en bas, maîtrise de la langue de Shakespeare, de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand et du portugais, et plus, bien entendu, en fonction des attendus de nos clients. De l'autre côté, vous avez aussi des groupes qui souhaitent avoir une approche très décentralisée et qui donc souhaitent laisser une autonomie financière à leurs entités. Et dans ce cas-là, ce sont plusieurs programmes qui sont mis en place de manière locale. C'est pour ça qu'on parlera toujours de dossiers multilocaux, où nous avons une coordination d'ensemble au sein de mes équipes pour s'assurer, que les différents projets avancent de manière cohérente et que d'un point de vue tarifaire, on arrive, quoi qu'il en soit, à une copie qui soit identique pour toutes et tous. J'en ai terminé puisque j'ai dérapé, je m'en excuse, cher Arnaud. Nul doute que cette présentation vous sera partagée. Donc, si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. On peut constater que d'année en année, l'offre est toujours plus adaptée, plus diversifiée, de plus en plus multilingue. Donc, ça participe effectivement à cette fameuse panoplie pour se financer à l'international et sécuriser son chiffre d'affaires. Et on va terminer, last but not least, par Hugo Bioré, qui est responsable du Trade Finance chez LCL et qui va vous parler effectivement de ce moyen complémentaire de sécuriser ces transactions par les opérations de Trade Finance. Hugo, c'est à toi. Merci Arnaud. Je vais prendre les quelques minutes qui nous restent pour en effet faire un focus sur ce que peut apporter les produits Trade Finance dans le cadre de votre développement à l'export. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors peut-être en préambule, faire un rapide rappel sur le LCL et l'international. LCL est une banque qui existe depuis plus de 150 ans, qui a toujours été portée par l'international, et cela est confirmé aujourd'hui de manière très chiffrée, puisque en 2022, nous avons traité un peu plus de 3,5 milliards de capitaux pour le compte de nos clients dans le cadre des opérations Trade Finance, pour un ensemble de 10 000 opérations. En termes d'effectifs et d'équipes, nous avons près de 75 professionnels à la fois côté commercial, donc le responsable du commerce international, et également côté back-office, avec des experts par typologie de produits qui vous accompagnent et qui sont tous basés en France, ce qui est un point important, notamment s'agissant du périmètre back-office. Et de manière plus large, une intégration au sein d'un groupe qui, comme le soulignait Emmanuel, est porté par l'international, une présence dans 46 pays, un peu plus d'un tiers des collaborateurs qui travaillent à l'étranger, plus spécifiquement sur le Trade Finance, une présence dans une trentaine de pays. Et enfin, concernant LCL, une relation, nous entretenons des relations SWIFT avec plus de 1200 banques dans 110 pays. Donc une offre internationale assez significative. En termes de produits, slide suivante, juste un rappel du périmètre des produits Trade Finance classiques. Donc, il y a la partie lettre de crédit import avec la possibilité d'y associer une clause du pass. Donc, c'est une option de financement pour vos fournisseurs. La partie export, nous y reviendrons un peu plus tard. Et enfin, tout ce qui est univers des garanties SDLC. Et donc, c'est l'objet de la slide suivante. Je vous propose de prendre l'exemple d'un projet sur lequel vous souhaitez vous positionner à l'étranger et de prendre ce projet étape par étape. La première étape, c'est que potentiellement, vous pouvez avoir, dans le cadre de ce projet, vous positionner dans le cadre d'un appel d'offres. Cet appel d'offres, vous allez y répondre avec des caractéristiques techniques et commerciales, mais il va également vous être demandé de fournir une garantie.
Ensuite, étape numéro 2, vous avez le bonheur d'avoir remporté ce projet. Et donc, pour sécuriser votre client, votre acheteur de la bonne exécution de votre contrat, il va vous demander de lui fournir précisément une garantie de bonne fin. Vous avez aussi potentiellement le souhait de disposer d'un acompte pour pouvoir démarrer ce projet. Votre acheteur en convient, mais pour là aussi sécuriser cet acompte, il va vous demander de fournir une garantie de restitution acompte. Et enfin, le projet est terminé, donc vous procédez à l'étape de réception provisoire, et dans ce cadre-là, jusqu'à la réception définitive, il peut potentiellement vous demander là aussi une garantie de dispense de retenue de garantie. Eh bien, dans tous ces cas de figure, c'est votre banque qui, à votre demande, va émettre cette garantie au profit de votre client. Il y a 4 points qui sont à noter concernant cet instrument de sécurisation de vos obligations commerciales. Le premier, c'est que les garanties, donc c'est des garanties à première demande, et c'est un engagement bancaire, comme je vous l'ai dit, par signature, mais qui est irrévocable. Le deuxième, c'est qu'on est sur un instrument qui est complètement autonome et indépendant du contrat commercial, et ça c'est important juridiquement, dans lequel la banque s'engage à payer en fait la somme, le montant de la garantie pendant la durée de validité de celle-ci, dans l'éventualité où vous ne rempliriez pas, vous en tant qu'exportateur, vos obligations contractuelles, et ce sur simple déclaration du bénéficiaire. Et enfin, le dernier aspect qui a trait à ces garanties, c'est que le schéma peut être direct, à savoir votre banque française, le LCL, émet la garantie au bénéfice de votre acheteur, ou indirect. Et dans ce cas-là, votre acheteur demande à ce qu'une banque locale puisse lui fournir cette garantie. Et donc, dans ce schéma spécifique, le LCL fournit sa contre-garantie auprès de la banque locale qui, en retour, soumet la garantie auprès de votre client final. Donc ça, c'était les garanties bancaires pour tout ce qui est sécurisation des obligations commerciales. Le deuxième pan que je souhaitais aborder avec vous, bien évidemment, c'était la sécurisation de vos paiements clients. Et je pense que il faut tout d'abord démarrer dans ce genre de cas de figure par l'identification de vos risques, que je classifie en 2 risques principaux. Le premier, c'est le risque commercial, donc qui a trait à votre client. Les risques de crédit, de manière générale, c'est est-ce que vous avez déjà travaillé avec ce client, avez-vous déjà travaillé avec cette contrepartie, y a-t-il des risques de retard de paiement, quelle est la notation de crédit de cette entité, y a-t-il des risques de non-paiement, enfin, voilà, tout ce qui est risque de contrepartie, donc qui est plus spécifique au risque commercial. Le deuxième risque majeur, bien évidemment dans le cadre d'une opération export, c'est tout ce qui a trait au risque pays, qui se décompose en 2 sous-ensembles. Le premier, politique, donc à savoir les sujets de la possibilité de guerre, de révolution, d'embargo, mais également économique. Donc la stabilité financière du pays, la fiabilité du système bancaire, est-ce qu'il y a des risques de pénurie de devises par exemple, et en fonction de votre appréciation de ces 2 risques commerciaux et pays, eh bien en face vous allez mettre différents outils de paiement que vous voyez donc à droite de la slide, de bas en haut, du moins sécurisé au plus sécurisé. Vous avez bien évidemment, si le risque payé est très bon, le risque commercial également, la possibilité de payer en virement, tout à fait classique en open account. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser des remises documentaires. Donc les remises documentaires, c'est un moyen de paiement où les documents d'expédition transitent par le canal bancaire. Et où vous indiquez à votre banque de les fournir à l'autre banque, donc la banque de votre acheteur, une fois qu'il y aura eu acceptation quant au paiement à terme ou à vue. Mais une remise documentaire ne représente pas un engagement bancaire, il y a juste une intermédiation bancaire qui permet de faire transiter les documents. Là où il y a un engagement bancaire, c'est sur les 2 produits un peu plus haut, que sont les documentaires notifiés et confirmés, et j'y reviendrai en slide suivante. Et bien évidemment, le plus sécurisé, c'est la possibilité de faire un paiement d'avance, avec toutefois une chose à avoir en tête, c'est que certains pays ne le permettent pas. Je pense notamment à l'Algérie. Et enfin, donc en dernière slide, pour faire un focus un peu plus spécifique
sur le crédit documentaire export à utiliser en tant que sécurisation de vos paiements clients. Là aussi, si on reprend le projet que nous avons évoqué dans le cadre des garanties, vous allez signer un contrat commercial avec votre client dans le cadre duquel vous négociez le paiement par une lettre de crédit. Une fois que le contrat est signé, votre client se rapproche de sa banque en lui demandant d'ouvrir une lettre de crédit à votre profit. La banque va ouvrir la lettre de crédit. Une lettre de crédit qui sera transmise par message Swift précisera le montant, la durée, la validité, les documents à remettre pour procéder au paiement et enfin les termes de paiement à vue ou à échéance. Votre banque, le LCL, reçoit cette lettre de crédit et vous la notifie. Ensuite, vous procédez à l'exécution de votre contrat, vous expédiez vos marchandises et à ce moment-là, vous transmettez à votre banque locale les documents de transport, les documents de facture, la packing list, enfin, tous les documents qui auront déjà été préalablement négociés et indiqués dans la lettre de crédit. Vous les transmettez à votre banque française qui, en retour, les présente à la banque étrangère. La banque étrangère étudie les documents. Si ceux-ci sont conformes, il paye comme en fonction des termes qui ont été convenus. Donc, dans ce cas de figure-là, vous avez substitué le risque de votre acheteur par un risque de banque étrangère. Toutefois, il peut y avoir des situations où vous souhaitez également vous prémunir contre le risque de la banque étrangère. Et dans ce cas de figure, donc, on va parler d'une lettre de crédit confirmée, puisque vous pouvez demander à votre banque locale, banque française, d'ajouter sa confirmation sur la lettre de crédit. Donc en fait, dans ce cas de figure-là, il y a non seulement le risque acheteur qui est couvert, mais également le risque de la banque étrangère. Donc vous avez un double engagement de payer, à la fois celui de la banque émettrice, mais également celui de votre banque française en tant que banque confirmante. En termes de mécanisme, c'est exactement pareil qu'une lettre de crédit notifiée, à la différence près que votre banque française, à réception des documents, là va les analyser et s'ils sont conformes, vous payez. Et ensuite, charge à votre banque de se faire rembourser par la banque étrangère. Donc en conclusion, les lettres de crédit, c'est clairement un moyen de garantie de paiement qui est sûr, qui est rapide, puisque par message Swift, il y a un côté clairement documentaire, mais qui est tout à fait souple, et enfin qui est juridiquement sécurisé, puisque régi par les règles de la Chambre de commerce internationale, et en l'espèce, ce sont les REU 600. Voilà, Arnaud. Merci beaucoup, Hugo. C'est très clair, comme j'allais dire as usual. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Nous avons été plus de 200 participants à suivre ces conférences pendant cette semaine. Un grand merci à tous nos invités, que ce soit nos experts et surtout les chefs d'entreprise qui nous ont rejoints pour ces témoignages très opérationnels, très concrets. Et ce que je retiens, c'est qu'en dépit des nombreuses incertitudes qui ont été soulignées par les économistes et par vos témoignages, il existe des outils, il existe des savoir-faire, des stratégies, des compétences dans les entreprises, chez nous, aussi les partenaires de l'internationalisation. Et donc, Arnaud Vessier, qui est président de CCI France International, disait lundi, il faut être optimiste par nature quand on fait de l'international. On a bien senti, d'ailleurs, dans les propos d'Hugues et de Julien, qu'on ne faisait pas d'international si on n'y croyait pas, si on n'allait pas de l'avant. Donc, je dirais, nous sommes optimistes et réalistes et nous sommes surtout confiants pour aborder 2023 avec vous et faire face à tous les défis qui semblent se cumuler d'année en année. Mais on devient aussi de plus en plus résilient, de mieux en mieux organisé, de plus en plus expérimenté. Et ça, c'est, je pense, un facteur très positif pour continuer d'aborder et de se développer, et notamment l'international, qui reste un marqueur fort de l'efficacité du modèle économique d'une entreprise. Merci à toutes et à tous, très bonne journée et à très bientôt, et à votre service, bien entendu, pour vous aider dans votre développement. À bientôt, au revoir. Au revoir.